Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 19e webinaire animé par les chargés de mission du programme EVE. À celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que nous organisons assez régulièrement des webinaires de ce type qui ont pour but de vous informer sur les différents sujets en lien avec le programme EVE et plus globalement sur la transition énergétique. Je suis Estelle Posnick, chargée de mission chez EcoCO2 pour le programme EVE dans la région Occitanie. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Arnaud Adelski, chargé de mission dans les Hauts-de-France. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts, Monsieur Philippe Conneau, ingénieur transport à l'ADEME. Bonjour à tous et à toutes. Et Madame Antidia Sitores, qui nous rejoindra dans quelques minutes, qui est porte-parole pour Surfrider Europe et manager de Green Marine Europe, que nous aurons donc la joie de retrouver dans quelques secondes, quelques minutes même. Une petite information en introduction, ce webinaire va durer environ 40-45 minutes et nous aurons ensuite un temps de questions-réponses d'environ 15 minutes. Donc comme ça, on ne dépassera pas l'heure promise comme d'habitude. Alors, quelques informations pratiques à vous donner avant de démarrer. Pour tout souci technique, vous pouvez sélectionner donc le bouton Aide en haut à droite de votre écran. Pour celles et ceux qui souhaitent télécharger ce support, il est désormais disponible en cliquant sur le bouton Nuage sur fond noir avec la petite flèche descendante. Le replay vous sera envoyé par mail et il sera également disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Vous pourrez également poser vos questions pendant le webinaire dans la rubrique Questions. Dans cette même rubrique, vous pouvez voter pour l'ordre des questions à poser aux intervenants. Ceci aura pour effet d'attirer notre attention quand viendra le moment d'y répondre en fin de webinaire. Et pour finir, vous êtes invité à répondre au sondage en fin de webinaire, ce qui nous permettra de nous améliorer. Et je laisse la parole à Arnaud pour le sommaire général. Un sommaire assez classique aujourd'hui, j'ai envie de dire, puisqu'on va aborder trois grands sujets. D'abord, quel est le contexte et quels sont les enjeux en matière d'environnement du fret maritime aujourd'hui. Deuxième partie, on va parler des solutions innovantes, de tout ce qui se passe sur le plan technologique et technique pour permettre au transport maritime de marchandises d'améliorer son impact environnemental, d'aller vers la transition énergétique. Et puis nous terminerons avec les présentations des démarches structurantes que peuvent aujourd'hui, dans lesquelles peuvent s'engager les acteurs du transport maritime, avec notamment une présentation du label européen Green Marine Europe par Antidia Sitores. Et on va commencer directement sur le contexte et les enjeux du fret maritime avec une présentation qui sera portée sur une grande partie de ce webinaire par notre excellent intervenant Philippe Conneau de l'ADEME. Merci Arnaud. Effectivement, je commencerai cette présentation par donner quelques chiffres rapidement pour planter le décor. En 2019, environ 11 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées par les navires de commerce. Cela représente 90% des biens. Le graphique de gauche montre clairement que ce trafic de navires suit celle du commerce international avec une assez bonne corrélation. Après, quand on regarde dans le détail donc le graphique de droite, on s'aperçoit que il ressort donc une forte progression du transport par container et qui s'inscrit dans la durée. S'agissant de prospective, donc à plus longue échéance, on voit bien que le transport maritime, il est clairement dans une projection de croissance avec plusieurs scénarios allant de 50 à plus de 150% d'ici 2050 par rapport à son niveau de 2008. Alors, pour répondre à ce besoin de transport, la flotte de commerce compte environ 60 000 navires, très fortement spécialisés, majoritairement des vraquiers, pour presque 43%. On trouve ensuite les navires tankers et juste derrière, les porte-containers. Forcément, ces navires ont des modes de fonctionnement différents. Les navires les plus rapides sont les porte-containers. Les navires les plus lents sont les pétroliers. Donc, ils ont forcément des solutions technologiques différentes. Alors, comment est l'état de cette flotte mondiale? Bien, je dirais, elle est en bonne santé, elle se porte bien. Donc, vous voyez sur le graphique de gauche que la moitié de la flotte mondiale a une moyenne d'âge de 10 ans, voire moins. Toutefois, qui n'est pas homogène, puisqu'on voit dans le graphique de droite que les vraquiers, en fait, sont la flotte la plus jeune, et à contrario, les navires de charge classiques sont assez âgés.
Si maintenant on s'intéresse donc à la chaîne logistique du transport maritime, on voit tout d'abord qu'il est massifié, en fait, et comme tout mode massifié, en fait, on a cette contrainte du pré- et du post-acheminement. Cette logistique doit aussi s'accommoder de la durée du transport qui est lente par rapport à d'autres modes comme l'aérien. Mais dans tous les cas, il y a également des formalités portuaires qui sont peut-être jugées complexes. Alors, comme on le voit sur cette présentation, en fait, on retrouve les chargeurs habituellement qui ont besoin d'acheminement, les commissionnaires qui vont s'assurer de la prise en compte des besoins pour constituer des containers complets et charger les navires, les transporteurs maritimes qui assurent la prestation de transport et le rôle clé du port qui est le centre névralgique. On le voit en bas, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup également d'échanges d'informations qui sont quelquefois multiples et potentiellement des erreurs. Alors aujourd'hui, le transport maritime doit réussir sa transformation digitale. Les ports de commerce commencent à mettre en place des systèmes de traitement d'informations et d'échange de données standardisés dans une logique de guichet unique, bien sûr pour avoir une meilleure compétitivité et un traitement d'informations plus rapide. Alors, on ne peut pas ne pas parler des ports. Il s'agit d'un transport maritime, donc avec sur notre carte 3 ports principaux qui sont Dunkerque en haut et Le Havre qui est connecté à la Seine, Marseille sur la Méditerranée. Il faut savoir que ces 3 ports voient transiter à eux seuls 85% des marchandises. Toutefois, un petit bémol, on le voit, c'est simplement 10% du trafic de marchandises en Europe. Et pour un tiers de ces trafics, ce sont des échanges intra-européens. Alors, je vais maintenant aborder la deuxième partie de cette présentation sur les impacts du transport maritime. Alors, le transport maritime se caractérise quand même par une vertu qui est l'émission de CO2 par tonne de marchandises transportées par kilomètre, très intéressante, mais ça ne suffit pas. Quand on regarde les chiffres entre 2012 et 2018, les émissions de gaz à effet de serre ont été très importantes. Elles se sont chiffrées à 1 milliard de tonnes de CO2 en 2018, ce qui représente presque 3% des émissions mondiales. Elle a nettement progressé d'ailleurs entre ces deux dates, elle a pratiquement avoisiné 10% de progression. Alors, en ce qui concerne l'intensité carbone, donc qui mesure les émissions par tonne de marchandises transportées par kilomètre, elle est quand même assez bien donc depuis quelques années. Il y a un rajeunissement de la flotte, comme on l'a vu tout à l'heure. Malgré tout, l'augmentation de la flotte a minoré ces gains énergétiques et la tendance est clairement à la hausse. On voit sur le graphique de droite qu'il y a comme des navires qui sortent du lot, entre guillemets, je dirais les mauvais élèves. Donc, les navires vraquiers, les porte-containers et les tankers qui sont les plus émetteurs à eux seuls et représentent 85% des émissions. Alors, si maintenant on s'intéresse à la pollution atmosphérique, il est clair que ces navires-là consomment alors des carburants certes conformes aux exigences, mais par rapport à leur teneur en soufre, assez défavorable par rapport aux autres modes de transport, comme on le voit par rapport à des modes routiers. Malgré tout, en 2020, il y a eu une évolution de la réglementation pour abaisser la teneur en soufre de 7. On est passé de 3,5 à 0,5%. Ça reste quand même très fortement soufré puisque c'est quand même 500 fois plus fort que le gazole routier. Alors, combien consomme un navire de commerce? Eh bien, beaucoup plus que votre voiture, rassurez-vous. Entre 25 et 65 tonnes pour les petits navires et entre 140 et 300 tonnes pour les très gros porte-containers. En 2016, on a comptabilisé 235 millions de tonnes de combustible utilisés par les navires de commerce, un peu plus de 5% de la demande pétrolière mondiale. Alors, dans ces conditions, on comprend aisément les armateurs pour la recherche d'un carburant le plus économique possible. En l'occurrence, ils utilisent du fioul lourd, donc on appelle aussi le HFO, avec des coûts qui vont de 300 à 400 $ la tonne, ce qui fait à peu près 30 centimes du litre. C'est le carburant majoritairement utilisé pour 80%. Cependant, cette partition, elle change un peu. On trouve de plus en plus de consommation de gasoil et de gaz naturel, qu'on appelle également le GNL. Alors en France, en fait, ces émissions de pollution atmosphérique, elles sont quand même aussi dues au transport maritime qui émet 1,1 million de tonnes sur le territoire national. Certes, ça peut paraître faible. C'est vrai que c'est comme assez bas par rapport aux autres modes, que ce soit l'aérien ou le routier, comme on le voit dans le graphique. Malgré tout, c'est un mode de transport qui est émetteur en termes d'oxyde de soufre, donc qui représente pratiquement la moitié des émissions du transport en 2017.
C'est également un mode qui est émetteur en termes de métaux lourds, notamment le nickel. Alors, on parlait de transport maritime international, donc c'est bien à ce niveau que doivent se faire les réglementations. Alors, c'est l'Organisation maritime internationale, qui est une agence des Nations Unies. Elle est spécialisée dans le transport maritime. Donc, elle gère la sécurité et la prévention de la pollution. En 2018, elle a décidé d'une stratégie très ambitieuse de réduction des gaz à effet de serre en agissant à deux niveaux. Alors, vous avez le tracé rouge, en fait, qui vise la flotte mondiale avec une réduction de 50% des émissions par rapport à 2008. Et en agissant sur un niveau plutôt élémentaire, qui est l'indice transporté, avec une réduction de l'intensité carbone de 40% en 2030 et de 70% en 2050. D'un autre côté, l'Europe, avec son pacte vert qu'on appelle le Green Deal, a des objectifs encore plus ambitieux, puisqu'on vise vraiment là une décarbonation complète, donc une neutralité carbone en 2050. Il est certain que le transport maritime devra satisfaire la réglementation la plus exigeante, hein, donc aujourd'hui c'est clairement l'Europe, et peut-être aussi s'insérer dans le système d'échange de quotas d'émissions de carbone au niveau européen, probablement en 2022. Alors, mis à part les émissions de gaz à effet de serre, il y a également les émissions de polluants atmosphériques qui est vraiment catastrophique. En 2018, le transport maritime a été responsable de 13% des émissions d'oxyde de soufre et de 15% des émissions d'oxyde d'azote. Alors, cette pollution, aujourd'hui, fait l'objet de réglementations localisées, donc qu'on appelle les zones ECA, les zones à émissions contrôlées. Donc, dans ces zones, la teneur en soufre des carburants ne doit pas dépasser 0,1%. Mais 0,1%, c'est encore 100 fois plus que le gasoil de votre voiture. Alors, en Europe, vous voyez, il y a 3 zones maritimes concernées, donc la Manche, la mer du Nord et la Baltique. Et puis en vert, on voit la Méditerranée, puisqu'il y a des discussions en cours pour éventuellement la classer, et on le souhaite, en zone ECA d'ici 2024. Alors très clairement, ces zones ECA, elles améliorent la qualité de l'air, on l'a mesuré. Depuis 2015, il y a beaucoup moins d'oxyde de soufre dans l'air, de moins 20 à moins 60%. Également pour les oxydes d'azote, jusqu'à moins 80 par rapport à 2000. Alors un bémol, pardon, sur le reste du monde, hein, mais les concentrations en soufre continuent à augmenter malgré l'utilisation de carburants plus propres, tout simplement parce que la flotte de commerce augmente et avec elle, il y a plus d'émissions. Alors avoir une trajectoire carbone, c'est bien, mais il faut des outils pour vérifier que ces efforts sont bien là. Et c'est bien l'objectif de l'Union européenne avec le MRV pour Monitoring, Reporting and Verification, qui est en place depuis 2018. L'idée, c'est de pouvoir mesurer les émissions de carbone de tous les navires touchant un port européen d'une certaine limite de taille. En 2019, ce sont presque 12 000 navires qui ont été soumis à ce dispositif, ce qui représente à peu près 2000 compagnies maritimes, donc la moitié des compagnies européennes. Alors, comment ça fonctionne? Bien, une compagnie maritime déclare annuellement ses émissions de CO2. Ces émissions sont ensuite vérifiées par un expert accrédité. Les émissions sont ensuite comptabilisées au niveau de l'état du pavillon d'immatriculation, puis insérées dans une base de données publique qui s'appelle la base TETIS MRV. Donc, cette base, elle est publique, elle est libre d'accès, donc on peut vérifier un navire en particulier ou une compagnie maritime. Alors, l'OMI a fait également une approche comparable avec un système similaire, mais par contre, les bases ne sont pas accessibles aussi facilement. En tout état de cause, côté de la Commission européenne, ça permet de s'assurer que le transport maritime est sur la bonne trajectoire. Alors, il n'y a pas que les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, hein, il y a d'autres réglementations, donc quelques exemples ici, notamment les eaux de ballast, qu'on utilise pour lester les navires. Donc, elles importent dans les eaux des espèces invasives et donc les eaux doivent être traitées ou changées en pleine mer. Les peintures de coque contiennent des biocides, donc elles nuisent à la faune marine, donc elles doivent être réglementées. Et en fin de vie, un navire doit être recyclé dans des conditions acceptables sur le plan de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, à tel point que chaque navire doit avoir à son bord un passeport vert qui identifie les substances dangereuses. Alors, il y a 2 autres sujets qui sont sur la table des discussions au niveau de l'OMI. Il y a les particules fines, elles qui sont cancérogènes et qui se déplacent sur des très grandes distances. Vraisemblablement, elles sont réglementées à moyen terme. Il y a également le sujet des bruits sous-marins qui nuisent à la faune marine et qui sont émises par les moteurs et les hélices des navires. Alors, comment réduire les gaz à effet de serre? Alors, l'OMI a défini une stratégie ambitieuse, hein,
On est tous d'accord. Par contre, on voit que ces efforts ne vont pas suffire. Hein. La courbe est clairement à la hausse. Hein. Donc, on disait 1 milliard de tonnes et la projection dépasserait les 2 milliards en 2050. Donc, il y a 2 systèmes aujourd'hui qui sont en œuvre depuis 2011. Tout d'abord, des mesures de conception. C'est la partie bleue du graphique. Pour les navires neufs, en fait, qui les obligent à mettre en place des dispositions de manière à réduire leurs émissions. Pour les navires existants, on est plutôt sur l'aspect opérationnel, qui contribue à limiter également les émissions. Mais vraiment, on voit que ça ne suffit pas. Alors, l'OMI a décidé éventuellement d'augmenter, je dirais, les dispositions avec tout d'abord une certification technique de façon à vérifier que chaque navire répond bien à des exigences. Ça peut être par exemple une puissance moteur limitée. C'est également une classification des navires. Donc, chaque navire sera classé par une lettre de A à E. La lettre A étant pour les navires avec une faible intensité carbone et la lettre E pour les plus mauvais. Et ces derniers devront donc mettre en œuvre un plan d'action pour réduire leur empreinte carbone. Alors, comment l'industrie s'adapte-t-elle à ces contraintes réglementaires et à ce défi environnemental? C'est ce que je vous propose d'aborder maintenant dans une troisième partie. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de pollution de l'air. Aujourd'hui, il existe des systèmes qu'on appelle les scrubbers. Alors, un scrubber, c'est un système de lavage des gaz d'échappement par de l'eau de mer. Il y a 2 techniques qui sont acceptées par l'OMI. Donc, une technique qu'on appelle boucle ouverte, puisque les eaux de lavage sont rejetées à la mer. Une boucle fermée qui est plus vertueuse, puisque les eaux sont traitées à bord avant d'être jetées, et les déchets étant recyclés dans une filière appropriée. Alors, côté ADEME, on est quand même sceptique sur le dispositif, puisque que ce soit le boucle ouverte ou boucle fermée, le système est assez énergivore, puisqu'il faut pomper de l'eau de mer et l'envoyer en haut des cheminées. Et donc, on a mesuré un impact négatif sur les émissions de CO2 de l'ordre de 1 à 2%. Alors, d'un autre côté, on a fait une expérimentation avec un ferry de la Méridionale pour expérimenter un filtre sec qui utilise du bicarbonate de soude. L'intérêt du système, c'est de pouvoir traiter les particules fines, ce que ne faisaient pas les scrubbers humides. On a eu des très bons résultats l'année dernière. Par contre, donc, on est toujours au stade de prototypage. Il existe maintenant une solution, charge à l'industriel de faire donc un travail de réduction de coûts pour commercialiser sa solution. Alors, on voit bien que le scrubber, c'est pas une solution qui est durable. Elle pose quand même des questionnements sur la politique de réduction des émissions du transport maritime, puisque en visant les oxydes de soufre, on voit qu'on a eu des solutions qui déplaçaient les problèmes environnementaux plutôt qu'ils ne les traitaient. Alors, en dehors des solutions de post-traitement, on peut regarder ce qui se passe au niveau des carburants, par exemple le GNL. Alors, le GNL, c'est du méthane qui est transporté sous forme liquide à moins 160 degrés. Il a l'avantage de pouvoir être embarqué plus facilement puisqu'il prend beaucoup moins de place que sa forme gazeuse, hein, d'un facteur 600. L'avantage du gaz, c'est clairement d'émettre moins en termes de pollution atmosphérique. Hein, et on émet pratiquement plus d'oxyde de soufre et de particules fines, un peu moins d'oxyde d'azote, moins 80%, et un peu moins de CO2. Mais forcément, il y a un revers à cette belle médaille, ce sont les fuites. L'OMI a constaté une augmentation du méthane entre 2012 et 2018 de l'ordre de 90%, parce qu'il y a de plus en plus de navires qui fonctionnent au GNL. Il y en avait 175 en 2018, et d'ici 2025, il va être plus du double. Donc clairement, pour l'ADEME, il s'agit d'un point de vigilance, et on a prévu de faire des mesures cette année sur un navire. Alors, il y a déjà des porte-containers qui ont cette solution, hein, ceux de CMA-CGM. On trouve aussi des pétroliers, des rouliers vraquiers et récemment des navires rouliers. La question essentielle pour un armateur est quand même celle de la logistique d'approvisionnement. Il y a déjà des navires souteurs qui sont en exploitation. Du côté des ports, certains sont déjà équipés, comme en France, le port de Marseille-Fos, Montoir à Nantes-Saint-Nazaire et puis Dunkerque qui est en cours d'équipement. Alors, en dehors du carburant, il y a également d'autres solutions technologiques. Il y a l'électricité. Donc, les batteries aujourd'hui sont déployées dans certaines applications. Vous avez 2 exemples ici. Donc, tout d'abord, un ferry roulier de la Grimaldi Line. C'est une solution de batterie qui permet d'être à 0 émission lorsque le navire est en escale à quai. Il y a une autre application qui est le remorqueur en bas, qui est pour le port d'Auckland, qui pose quelques contraintes opérationnelles puisque ce remorqueur doit être rechargé électriquement donc tous les 3 à 4 heures de fonctionnement,
ce qui pose des problèmes en termes de cycle d'emploi. Il y a une autre fonction de la batterie qu'on trouve actuellement, c'est l'effacement de pics de charge, qu'on appelle peak shaving. Ça consiste à avoir des batteries tampons pour absorber un besoin de puissance et ça permet d'avoir des moteurs donc générateurs moins puissants et donc moins consommateurs. Donc pour l'ADEME, clairement, cette solution elle est intéressante car elle réduit à l'usage les émissions de gaz à effet de serre. Attention toutefois, quand on parle de batterie, hein, on le voit dans le transport routier, il faut prendre en compte dans le bilan la production de la batterie et puis également son recyclage en fin de vie. Et enfin, dans l'idéal, ces batteries doivent être rechargées préférentiellement avec des sources d'énergie ou décarbonées. Alors même s'il n'est pas électrique, il est intéressant de raccorder le navire en escale au port. C'est intéressant puisque dans ces cas-là, on coupe les moteurs, donc le navire peut continuer son activité avec l'alimentation par le quai. On évite à la fois du bruit pour les riverains et puis également les émissions de polluants gazeux. Côté port, il faut s'équiper, on le voit sur le graphique, hein, il y a une installation à prévoir avec un poste électrique dont le dimensionnement devrait être acceptable vis-à-vis des appels de puissance. On a également des conversions de fréquences et des conversions en termes des transformateurs de tension. Et en ce qui concerne le navire, en fait, il doit également être adapté à ce raccordement électrique. Alors, les navires neufs sont déjà compatibles, hein, la plupart sont conformes, ce qui n'est pas le cas des navires existants. Et clairement, côté armateur, la question est-ce qu'il va s'y retrouver en termes de rentabilité à son investissement, sachant qu'il n'y a pas d'obligation à s'accorder à quai. Alors, du point de vue environnemental, c'est certain que cette solution elle doit être encouragée. Par contre, attention à ce que l'électricité qui soit produite par le quai soit moins carbonée que celle produite par le navire. Et ça pose des questions dans certains territoires d'outre-mer. Alors, à la place des batteries, on peut utiliser l'hydrogène pour fabriquer l'électricité à bord, au travers du système qu'on appelle les piles à combustible. Alors, très clairement, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre à l'usage. Il y a cependant quelques écueils en termes de déploiement, surtout pour des fortes puissances. Les illustrations que vous avez ici, ce sont des réalisations assez modestes de navires à passagers avec des puissances de l'ordre de quelques kilowatts. Sur un navire de commerce, on est plutôt sur des mégawatts et aujourd'hui, la technique n'est pas au rendez-vous. Il y a quelques écueils également dans ce déploiement qui est donc un rendement faible par rapport à ceux d'un moteur diesel, voire de batterie. Des sujets de réglementation qui aujourd'hui sont toujours pas forcément bien appréhendés par l'écosystème. Très clairement, la cible, elle reste quand même plutôt sur des petits navires à passagers ou des ferries. Ça peut être également un usage en servitude portuaire, une pilotine ou un navire de manœuvre. Ça peut être également l'usage pour fabriquer l'électricité pour des navires à quai. Alors, si on veut diffuser massivement dans le transport maritime, il y a 3 écueils. Tout d'abord, celui du stockage. L'hydrogène, c'est une molécule qui est difficile à stocker, elle est très petite et elle prend beaucoup de place. Donc, il y a 2 solutions, soit le comprimer avec des fortes pressions de 350 à 700 bars, soit la liquéfier. Il y a ensuite un problème de coût de l'énergie, hein, puisque l'hydrogène, même dans sa forme actuelle, est très cher, pratiquement 4 fois plus cher que le fuel HFO qu'on a vu tout à l'heure. Il y a également un surcoût côté armateur. Et puis également, il y a une vigilance peut-être sur un réseau de distribution qui serait à identifier. Il y a 2 technologies de piles actuellement en développement. Clairement, la cible, c'est une meilleure compacité et surtout une réduction des coûts. Alors, on ne peut pas passer sous silence le fait que l'hydrogène aujourd'hui est produit d'une manière carbonée par vaporéformage. Pour produire 1 tonne d'hydrogène, il faut émettre du CO2, malheureusement, entre 10 et 11 tonnes, comme on le voit sur le graphique à gauche. La seule solution pour avoir de l'hydrogène propre, c'est l'électrolyse alimentée par des énergies renouvelables. En dehors de ce moyen de production, il y a également le souci du transport, puisque l'étude que l'ADEME a faite en 2013 montre que transporter 1 tonne d'hydrogène comprimé à 200 bars sur 500 km émettait 1 tonne de CO2. Donc très clairement, la configuration idéale dans le transport maritime serait une unité de production à proximité d'un port et alimentée par des énergies renouvelables. Alors, outre les solutions qu'on vient de voir, hein, gaz naturel, batterie, hydrogène, il y a des alternatives aux fioul lourds qui sont présentées ici dans cette étude du DNVGL, qui est très intéressante puisqu'elle a examiné 7 solutions énergétiques sur différents critères et très clairement, on voit qu'il n'y a aucune solution aujourd'hui qui coche toutes les cases.
On peut prendre deux exemples. On peut prendre l'exemple du OHV, qui est de l'huile végétale hydrotraitée. Alors, comme tout biocarburant, il y a l'intérêt de ce carburant en termes d'émissions de gaz à effet de serre, hein, de moins 80 à moins 90. Il n'y a pas de rejet d'oxyde de soufre. Les moteurs actuels sont pratiquement compatibles, il n'y a pas de grosses modifications. On peut utiliser les réseaux de distribution existants. Par contre, ce biocarburant est aujourd'hui difficilement accessible. Il n'y a que Total qui le produit en France. Il y a un problème également de coût de ce carburant et puis il y a un questionnement sur l'huile de palme qu'on utilise pour le fabriquer. À l'opposé, un carburant de synthèse, donc l'ammoniac. Alors l'ammoniac, c'est un peu comme l'hydrogène. Aujourd'hui, il est fortement carboné. On pense quand même peut-être le produire à terme avec de l'électrolyse issue d'énergie renouvelable. Ses inconvénients sont donc son instabilité, sa toxicité. Ça pose aussi des problèmes de sécurité et de distribution. Donc très clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui correspond à l'ensemble des besoins. On est plutôt sur une combinaison de solutions énergétiques. On appelle ça le mixte, avec ici deux scénarios qui sont présentés à la fois par le DNVGL à gauche, où on voit que dans leur projection, ce serait plutôt du GNL qui serait le carburant majoritaire en 2050 et l'ammoniac arrivant en deuxième position. Une autre projection, donc celle à droite, de chercheurs anglais, où dans cette projection, ce sont plutôt des carburants donc biosourcés, des carburants synthétiques, donc de type hydrogène ammoniac, et aussi des biocarburants, mais en deuxième position. Donc, difficile de dire qui a raison, qui a tort. En fait, on pense qu'il y a voilà, les perspectives aujourd'hui, on voit à peu près le contour, mais pour chaque solution, il y a peut-être des efforts de recherche à faire pour en améliorer l'acceptabilité. Alors, si on sort maintenant des carburants, on peut peut-être s'intéresser aux énergies renouvelables et pourquoi pas revenir à la marine à voile. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs solutions technologiques plus ou moins matures qui sont illustrées aussi sur cette planche. Ça peut être un kite en haut, ça peut être des ailes rigides en bas, ça peut être des voiles souples en bas à gauche avec le projet de Neoline. Chaque solution doit être adaptée en fonction du besoin de l'opérateur, en fonction des zones de navigation rencontrées, en fonction du profil opérationnel. Pour l'ADEME, on pense que ces solutions sont plutôt d'abord des modes de propulsion auxiliaires, en venant complément de solutions classiques. Il y a déjà des armateurs qui s'intéressent. Il y a donc Louis Dreyfus Armateur, il y a Neoline en bas qu'on a cité, il y a des grands opérateurs de conteneurs comme Maersk et CMA CGM. On trouve également des chargeurs comme Airbus et Renault. Alors même si ces solutions en fait sont intéressantes sur le papier, il y a comme des barrières au déploiement de la solution qui sont des doutes sur les performances. Aujourd'hui, il n'y a pas de normes pour mesurer clairement une technologie par rapport à une autre. Les opérateurs se posent également des questions sur l'impact que ça a en termes de qualité de service, sur l'équipage, sur le coût que ça va générer et comment ces investissements pourraient être rentabilisés. Si côté d'Olemi, il y a une faible diffusion qui est pressentie, de 5% en 2030, 30% en 2050, côté ADEME, on pense qu'il y a vraiment un intérêt à pousser avec des gains de l'ordre de 20%. Quelques exemples, je te laisse Arnaud les présenter. Oui, donc il y a malgré tout des exemples qui sont déjà opérationnels, que ce soit des exemples s'appuyant sur des technologies déjà anciennes ou des exemples plutôt sur des technologies modernes. Premier exemple, c'est une petite compagnie qui s'appelle Blue Schooner Company, qui est un opérateur français qui aujourd'hui affrète une goélette de 1916 qui a été réhabilitée et qui peut emporter une capacité de transport de 30 tonnes et qui fait aujourd'hui sur des produits plutôt issus du commerce équitable, des lignes Europe du Nord, France, Antilles, Amérique du Sud. Donc là, on est vraiment sur des low-tech. C'est de la marine à voile uniquement et il y a uniquement un petit moteur pour faire des manœuvres portuaires. Donc là, on est sur des facteurs d'émissions de carbone qui sont d'1 pour 400 à peu près par rapport aux émissions d'un navire cargo classique au fioul. En revanche, en termes de temps et de capacité de transport, évidemment, on est sur une toute autre solution. Un peu dans la même logique, mais avec des technologies complètement modernes, il y a une compagnie qui s'appelle Grain de Sel, alors qui est adossée à une entreprise qui produit du chocolat et qui a donc créé son propre navire, un monocoque en aluminium de 22 mètres, pour transporter ses produits, que ce soit des matières premières, café, cacao ou du chocolat. Donc c'est un navire qui est
qui a une cale réfrigérée, au total capacité de 50 tonnes, et là aussi on est sur 100% marine à voile, avec un moteur uniquement pour les manœuvres portuaires. On ne pouvait pas parler de ce qui est opérationnel sans parler d'un opérateur français qui s'appelle TOWT ou TOT, qui est une compagnie qui a commandé 4 navires cargo à voile. Donc c'est la voile est le moteur principal du navire, j'ai envie de dire, mais c'est des navires qui sont également équipés de moteurs thermiques et électriques, qui ont une capacité de 1000 tonnes pour une longueur de 67,5 mètres, voile mécanisée pour réduire le nombre de marins à bord, vitesse moyenne 12 nœuds. On est sur une consommation moyenne qui est 90% inférieure à un navire à moteur de jauge équivalente, sur du 1000 tonnes. Donc les livraisons des 4 navires doivent s'étaler entre 2021 et 2024. Donc voilà des choses qui sont concrètes et opérationnelles. Alors en matière de nouvelles technologies, on voulait également dire qu'il y a des nouvelles pistes pour réduire l'impact et le besoin d'énergie des navires de marchandises. Par exemple, il y a une expérimentation qui est en cours de développement par l'Ifremer et une société brestoise qui s'appelle Bluefins. On appelle ça des foils ou des queues de baleine. L'idée, c'est qu'un bras articulé attaché à l'arrière du navire permet finalement de réduire les frottements de la coque du bateau sur l'eau et de réutiliser l'énergie de la houle, des vagues. Donc on pourrait réduire ainsi le besoin en carburant des navires de 20 à 30% avec ces dispositifs qui font 25 fois 10 mètres à peu près pour des navires de 300 mètres de long. Donc l'expérimentation est encore en cours et la commercialisation de cette nouvelle technologie est prévue à partir de 2023. Donc voilà une piste intéressante à suivre. Merci Arnaud. On va maintenant parler de quelques démarches structurantes où on n'est pas là sur la technologie, mais plutôt sur une réflexion globale. Oui, effectivement, donc on a aujourd'hui clairement du côté des transporteurs maritimes une prise de conscience du besoin effectivement de crédibiliser le transport et puis également changer leurs pratiques. On peut noter plusieurs initiatives très intéressantes, des labels dont on reparlera tout à l'heure. Il y a également des engagements volontaires sous forme de chartes, notamment celle d'Armateurs de France. On trouve également des initiatives portées par des organismes de financement qui s'appellent Poseidon Principle. En 2 mots, il s'agit pour les organismes bancaires qui financent des navires de s'assurer que le bilan carbone de ces navires soit dans la bonne trajectoire. Donc c'est assez vertueux. On peut également signaler des décisions des opérateurs de réduire d'eux-mêmes leur vitesse sans remettre en cause une qualité de service attendue. L'intérêt, c'est très clairement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 20 à 30%. Ça descend très rapidement. Il suffit de baisser d'un nœud la vitesse d'un navire vraqué et les réductions sont tout de suite là. Par contre, il faut être vigilant sur le fait que le moteur étant peut-être pas utilisé à son bon point de fonctionnement, il peut générer peut-être plus de pollution, que c'est un point qui sera à regarder. Et puis, si vous mettez plus de temps à faire une navigation et que vous devez assurer un flux de transport, vous devriez peut-être mettre plus de navires en ligne. Et attention donc aux effets rebonds pour ne pas altérer ce gain sur les émissions. Un dernier point, c'est du coup plutôt des incitations financières. Il y a des ports qui ont déjà mis en œuvre des droits de port réduits, typiquement Le Havre. À condition que le navire satisfasse un index d'efficience qu'on appelle ESI, en fait, le port réduit les droits de port et donc c'est très incitatif. Alors le label pour l'ADEME, c'est intéressant à condition que tout d'abord ce référentiel soit public, de façon à bien s'assurer qu'il répond quand même à des critères pertinents et qu'ensuite l'application de ce label soit certifiée par un organisme indépendant de façon à garantir une certaine probité. Et donc, c'est toutes ces qualités qu'on retrouve dans le label Green Marine Europe qu'on accompagne. Et je vais laisser Antidia vous présenter plus longuement ce dispositif. À toi, Antidia. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis ravie de vous présenter ce label qui est soutenu par la Commission européenne et
également donc l'ADEME, le ministère de l'Environnement, donc autant de pools publics autour de cette initiative qui a été créée l'année dernière. On est dans le cadre de l'adaptation d'un label déjà existant outre-Atlantique qui s'appelle Alliance Verte. Ce sont des Québécois qui l'ont lancé, et Green Marine et donc Surfrider est l'hôte de ce label, et on a fait l'adaptation avec une vocation d'aller vers une information jusqu'au consommateur dans cette initiative et d'aller au-delà du B2B que vous représentez tous et toutes au bout du fil de cet échange. Nombreuses sont les entreprises qui ne savent pas toujours quelles exigences elles pourraient porter auprès du transport maritime. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré d'un comité d'experts pour créer des critères qui soient les plus en phase avec des objectifs atteignables et en même temps avec une exigence de la société civile. Donc vous voyez, dans ce comité d'experts, on a aussi bien des chargeurs, je pense à l'Eurocima, Volcom par exemple, que des ONG environnementales, que des armateurs eux-mêmes, justement pour s'auto-challenger. Et évidemment, dans ce comité de pilotage, l'ADEME, pour donner les orientations pluriannuelles de ce label, avec donc différents critères, des critères qui sont liés aux législations sur lesquelles je ne reviendrai pas puisque Philippe vous les a exposés, peut-être pas les législations en détail, mais en tout cas les impacts particuliers. Et il faut savoir que ce label a vocation justement à certifier essentiellement des armateurs qui vont au-delà des exigences environnementales de base, des exigences européennes qui pour la plupart, sont aussi des exigences qui vont déjà au-delà de l'aspect international. Peut-être 2 points importants, la question des bruits sous-marins, qui est un sujet de biodiversité pour lequel, à l'heure actuelle, il n'y a aucune certification, à part le label Green Marine, qui tient compte de cet aspect-là. Et c'est un sujet qui est d'autant plus intéressant qu'il n'y a pas de législation sur le sujet. Et deuxièmement, un autre point, la question du recyclage, du démantèlement des navires, qui pose des sujets à la fois environnementaux et sociaux. Puisque on connaît, hélas, ces images de chantiers, de démantèlement, dans des conditions de sécurité peu accueillantes, disons-le. Donc autant de critères, émissions atmosphériques, CO2, gestion des déchets, mais aussi impact sur la biodiversité, qui sont classés par niveau. Donc pour chaque critère, on va avoir 5 niveaux de performance, toujours un niveau qui est atteignable aujourd'hui, c'est-à-dire que l'armateur, on ne va pas lui imposer d'être 100% décarbe demain, mais bien d'être en capacité d'être dans une trajectoire vers cette décarbonation dès aujourd'hui. Et c'est là aussi le rôle de ce label, d'être dans un accompagnement de cette performance environnementale, comme le disait également Philippe, en pleine transparence, c'est-à-dire que pour chaque certifié, on publie en ligne les niveaux de performance gratuitement. On met à disposition toutes ces informations pour chaque critère. Et chaque année, donc, il y a un autodiagnostic qui est produit par l'armateur. L'armateur va pouvoir indiquer, sur le sujet des bruits sous-marins, je suis en niveau 2, sur celui des déchets en niveau 3. Et on a également des niveaux 4 et 5, déjà dans les premiers labellisés. Et chaque année, l'armateur a l'obligation d'être dans un progrès continu. Donc ça nous permet aussi d'avoir justement une continuité dans l'engagement de l'armateur qui, entre guillemets, ne s'endorme pas sur ses lauriers, d'autant plus que certains de ces critères sont eux-mêmes révisés du fait soit de changements de législation, soit d'une sensibilité en termes de contexte qui va amener à plus de précautions sur un sujet comme une pollution émergente. Donc autant de niveaux permettant justement de distinguer ceux qui se sont engagés. Donc l'année passée, c'était la première année autour de la question de cette labellisation, avec plusieurs segments qui se sont inscrits dans cette initiative, aussi bien le transport de passagers avec Brittany Ferries, Corsica et la Méridionale, et également le segment de la recherche, de la pose de câbles avec Orange Marine, qui est un secteur en expansion, tout comme le service aux éoliennes, par exemple.
de même que Socatra qui est sur du vraquier, sur des différentes substances qui sont mises à disposition en vrac et non pas en conteneur. Donc vous voyez, vous avez sous vos yeux les différentes étapes qui nous amènent aussi à vous parler aujourd'hui. C'est que l'idée, c'est aussi de sensibiliser les chargeurs sur la performance environnementale de leurs fournisseurs, avec les fournisseurs, avec les commissionnaires, de savoir quand j'ai une plaque de chocolat qui se retrouve dans la cuisine du consommateur, comment elle est arrivée jusque-là et avec quels engagements environnementaux. Et je suis là pour répondre à vos questions, évidemment. En conclusion, donc, ce que l'on peut retenir, c'est la diversité de solutions dans le secteur du maritime. Le transport maritime dispose d'un panaché de solutions concrètes, techniques, innovantes, mais aussi organisationnelles, comme on vient de le voir avec le label Green Marine Europe, qui offre finalement une grille de lecture très pertinente pour inciter les acteurs à participer activement, mais aussi volontairement, aux objectifs de réduction des émissions. Toutes ces solutions, donc, qui consistent soit à limiter les besoins en énergie carbonée, soit à utiliser des carburants alternatifs ou encore adopter des modes de propulsion alternatifs, toutes ces solutions donc génèrent des gains d'émissions variables. Vous voyez là quelques exemples avec pour chaque solution son potentiel de réduction. Donc vous l'avez compris, le navire hybride, le navire au GNL, les carburants de synthèse, les nouveaux systèmes de propulsion, éoliennes notamment, l'assistance énergétique sont aujourd'hui une réalité pour le secteur du transport maritime. Leur mise en œuvre dépendra donc de la capacité d'investissement des acteurs et probablement aussi des cadres politiques et réglementaires. Arnaud ? Mon micro n'était pas activé. Un petit point donc, sur nos prochains événements. Ne manquez pas, pour ceux qui sont en Occitanie, l'événement organisé par Estelle le mardi 4 mai prochain de 10h à 12h, qui consiste en une présentation des dispositifs RED 21 et FCOM. Vous pouvez vous inscrire en fait si vous êtes d'où que vous soyez en France. Vous avez également le prochain webinaire que nous animerons sur la logistique urbaine qui a lieu le mardi 11 mai de 14h30 à 15h15. Et je peux déjà vous dire que nous avons 2 autres événements prévus en juin et juillet prochain sur les pollutions atmosphériques et le transport de marchandises, transport routier, pardon, d'une part, et sur le ferroviaire comme solution alternative au transport routier ou sur les différentes manières d'organiser le ferroviaire. Donc ça, ce sera début juillet. Merci de votre participation. Quelques petits remerciements avant de passer à la suite. Quelques remerciements, bien sûr. Nous remercions vivement nos 2 intervenants, nos 2 experts, pour leur disponibilité déjà à préparer ce webinaire, et puis bien sûr pour leur présence ici avec nous aujourd'hui. On les remercie également pour la qualité de leur présentation. Donc merci beaucoup à vous deux, Antidia Citores, et je rappelle que vous êtes porte-parole pour Surfrider Europe et également manager du label Green Marine Europe. Et merci à vous aussi, Philippe Conneau, vous êtes ingénieur transport à l'ADEME. Et on passe donc aux questions. Alors, j'ai une première question qui est de Nicolas Desmarais. Antidia y a déjà d'ailleurs répondu tout à l'heure dans le chat. Bonjour, concernant les estimations d'augmentation du transport maritime qui étaient de 50 à 250% d'ici, je crois, 2050, sont-elles toujours d'actualité avec le Covid? Peut-être Antidia, vous pouvez reprendre les éléments principaux de votre réponse. assez généralement, en fait, le Covid a impacté essentiellement le secteur des passagers. Donc là, pour le coup, on a de vraies difficultés sur les ferries, sur la croisière. Le secteur du transport marchandises a pour lui resté sur des tendances à la hausse. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que certains secteurs servent de stockage, ont servi de stockage en période de Covid, donc ont même eu une embellie à ce moment-là. C'est le cas du secteur chimique, secteur pétrolier. On a également eu des reports de l'aérien vers le maritime pour des questions de coûts. Et en plus, on a également des secteurs qui
accroissent leur performance avec le nombre de boîtes à bord, donc leur capacité à transporter en tonnes de marchandises. Donc nous, notre défi dans justement ce secteur en croissance, c'est de faire en sorte que ça soit une croissance verte et qu'elle soit accompagnée d'une transition énergétique, d'une transition en termes de propulsion notamment. Nous avons une deuxième question. Merci, Antidia. Une deuxième question de Valérie Bailly-Asquette. Y a-t-il des freins réglementaires internationaux et nationaux à l'utilisation de l'hydrogène par les navires? Alors peut-être que cette question, elle est plutôt pour vous, Philippe. Oui, merci. Effectivement, c'est une très bonne question et c'est ce que j'ai un peu esquissé dans ma présentation. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de transporter l'hydrogène sur un navire maritime. Il y a quand même un référentiel réglementaire qui est dicté par l'OMI. Toutefois, elle n'est pas très simple à mettre en œuvre parce que c'est une réglementation qui fixe des objectifs. C'est pas une réglementation déterministe dans le sens où elle vous donne donc des performances en termes de résistance à des sinistres, mais elle vous dit pas comment. Et donc, les bureaux d'études ont du mal à appréhender une conception qui réponde à ces exigences parce que ça leur dit pas qu'il faut mettre une cloison de telle épaisseur ou telle pompe d'incendie. Dans le transport fluvial, c'est encore plus compliqué parce que la réglementation ferme la porte à des carburants dont le point éclair est inférieur de mémoire à 60 degrés. Et donc, on est sur toujours des cas particuliers qui font l'objet d'une étude de risque, donc avec un travail assez approfondi sur des scénarios catastrophes, entre guillemets, et montrer que la conception du navire répond à ces cas d'avarie. Donc, on est sur une démonstration, je dirais, documentée, qui est ensuite challengée par l'organisme qui va délivrer le titre de navigation. Et aujourd'hui, c'est la difficulté parce que certains bureaux d'études ont du mal à rentrer un peu dans cette machinerie et donc c'est un frein à la diffusion, je pense, de l'hydrogène. On va prendre maintenant une question d'un certain Gilles Dewatt, qui travaille avec nous. Est-ce que la réglementation concernant les limites de teneur en soufre pour le carburant ne risque pas de pousser au remplacement du fioul lourd par un autre carburant comme du gazole moins soufré? Je peux prendre la réponse à cette question, Philippe. On espère justement que l'objectif de ces réglementations, donc sur ce qu'on appelle les SOX, aboutit donc à deux options. On va avoir des zones qu'on va dire CK, donc avec une limitation de la teneur en soufre à 0,1%. Il y a encore très peu de zones CK. Par exemple, toute l'Europe n'est pas considérée comme une zone CK. La Méditerranée n'est pas considérée comme une zone CK. Donc, il y a énormément de choses à faire pour faire basculer, j'ai envie de dire, le monde du maritime sur un dual fuel ou sur un fuel avec des plus raffinés, on va dire ça comme ça, ou à une autre propulsion. La problématique par rapport à le biais que peut avoir cette législation, c'est que à l'heure actuelle, on a souvent, en tout cas au début de la mise en œuvre de cette législation, on a eu un recours à ce qu'on appelle les scrubbers, donc appeler ça des pots catalytiques pour les navires. Et ces scrubbers, on a le choix de les mettre en boucle fermée ou boucle ouverte. Et la boucle ouverte est un joli mot pour dire qu'on relâche les émissions on va dire les pollutions chimiques qu'on aurait relâchées dans l'air, on les relâche dans l'eau. Et là, c'est un deuxième point important en termes de législation à adopter, c'est-à-dire de ne pas faciliter des fausses bonnes solutions, puisque finalement, on ne fait que changer l'endroit de la pollution. Donc oui, c'est important d'avoir ces réductions de teneur en soufre. Encore faut-il accompagner justement cette transition énergétique pour justement ne pas avoir des systèmes qui, en plus, les scrubbers augmentent la consommation énergétique. Une question de Julie Debroux. Lorsque la Chine lancera sa nouvelle route de la soie, cela constituera-t-il un problème majeur pour le secteur maritime? Qui veut répondre? Alors, à ma connaissance, elle est déjà lancée, sauf erreur de ma part. Cette route de la soie,
Oui, c'est un concurrent, c'est clair. Est-ce que c'est en train de mettre, en difficulté le secteur du transport maritime? Pas à ma connaissance, dans le sens où le secteur du transport maritime va aussi, dans des concentrations, de ce qu'on appelle la supply chain. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un CMA-CGM qui a racheté un CEVA, et tendre à avoir une maîtrise sur l'ensemble, des maillons de la chaîne de la distribution, de la fabrication jusqu'au site internet, puisqu'en ce moment, c'est plutôt ça. Donc oui, c'est un concurrent sérieux, pas pour le moment, parce qu'il faut aussi s'aligner sur les coûts. Alors, je vous propose une question de Benoît Gontier qui nous dit: on a l'impression que sur le trafic conteneurisé, seul CMA-CGM a vraiment fait un choix en se positionnant sur le GNL, le gaz naturel liquéfié. Les autres compagnies semblent encore hésitantes sur la bonne solution technologique. Il cite Hapag et Maersk, par exemple. Est-ce que ces autres compagnies ont encore du temps pour réfléchir? Oui, effectivement, enfin, vous avez bien pointé le doigt sur le problème je dirais de l'équation économique. On est sur un choix qui est cornélien pour les armateurs. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à eux. Des solutions qu'on peut utiliser immédiatement sur un navire. Donc, on a parlé tout à l'heure de réduire sa vitesse commerciale. Donc, les opérateurs peuvent être tentés effectivement d'utiliser ce biais, mais ça ne répond pas forcément aux attentes de l'OMI sur l'efficacité énergétique. Il y a des expérimentations qui ont été faites d'incorporation de biocarburants, donc pour effectivement avoir un bilan carbone neutre, hein, parce que on aura toujours de l'émission à l'usage, mais globalement, le biocarburant a cette vertu d'avoir un bilan satisfaisant sur les émissions de gaz à effet de serre. Après, il y a des systèmes qu'on appelait tout à l'heure d'assistance vélique, donc des solutions qui peuvent être déployables sur des navires existants à moindre frais, mais qui répondent pas complètement non plus. Hein, donc, on a identifié le gain à peu près à 20%. Voilà, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte et après, je dirais, c'est la volonté des armateurs de communiquer ou pas sur leur progrès. Donc, certains sont assez ouverts, hein, notamment CMA-CGM. Ça ne veut pas dire que les autres ne font rien, mais peut-être qu'ils préfèrent garder pour eux un peu leur bonne recette de cuisine et ce secteur-là est très concurrentiel, hein, donc chaque client capté, c'est une prise de guerre à l'autre compagnie maritime. Donc, enfin, je pense que Maersk doit travailler d'arrache-pied, hein, comme tous les armateurs. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Peut-être un complément sur Maersk, qui communique peut-être un peu moins, ou qu'on connaît moins parce qu'ils ne sont pas en France, sur sa stratégie, et qui a fait plutôt des annonces sur le souhait d'aller vers une transition énergétique sur ces petites unités. Il faut savoir que la plupart des émissions, en tout cas des impacts environnementaux, sont sur ces petits navires, enfin petits, 180, 200 boîtes, par exemple, ou des rouliers qui sont des navires qui sont plus âgés et qui donc sont un peu comme nos vieux diesels, qui sont plus impactants, alors que la stratégie de CMA-CGM, ça a été de dire: je vais commander des nouveaux bateaux, des gros, que je vais passer au GNL. Donc il y a vraiment une différence de stratégie entre les deux mastodontes, hein, disons, de ce transport-là. Avec aussi une tendance vers l'appui vélique pour Maersk qui est plus affirmée, alors qu'elle reste en test chez CMA CGM. J'ai terminé. Une question d'Éric Demangeon. Quelles sont les mesures incitatives, financières en particulier, pour aider les armateurs, hein, je suppose, il a écrit armement, mais pour aider les armateurs à développer des solutions de transport plus vertueuses? Oui, ben, je peux répondre en partie. Hein. Donc, côté ADEME, on a des systèmes d'aide. Aujourd'hui, on communique assez largement sur le vecteur hydrogène, hein, puisqu'on est bien dans une stratégie nationale avec deux modes d'intervention. Tout d'abord, on parlait d'innovation sur l'hydrogène. Il y a des leviers technologiques à activer pour donc avoir des systèmes qui répondent aux besoins de puissance des navires. Également sur le plan économique pour arriver à avoir des solutions qui soient acceptables sur le plan commercial par l'armateur. Le deuxième levier qu'on utilise à l'ADEME, c'est un déploiement, je dirais, au travers d'un écosystème. En fait, on ne peut pas aider un bateau ou un véhicule à se mettre à ce vecteur hydrogène si on ne réfléchit pas à l'ensemble de la chaîne.
et notamment la production d'hydrogène. On a vu tout à l'heure qu'elle est actuellement fortement carbonée, cette production d'hydrogène, et mettre de l'hydrogène carboné dans un navire, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, l'écosystème, il doit bien prendre en compte le fait qu'on doit produire par électrolyse. L'électrolyse de l'eau étant faite à partir d'énergie renouvelable si possible, ou au moins le mixte national. Et ensuite, avoir des réseaux de distribution les plus courts possibles. On a vu que c'était impactant de transporter 1 kg d'hydrogène. Il faut savoir que pour des contraintes de volatilité de la molécule, pour transporter 1 kg d'hydrogène, il faut une citerne qui pèse 115 kg. Donc vous avez un rapport de 100 en termes de poids pour ce gaz. Et donc on a aujourd'hui 2 appels à projets, donc un pour des briques technologiques hydrogène qui peuvent financer également des démonstrateurs. Et donc si un armateur souhaite intégrer un consortium, il est tout à fait le bienvenu. Et puis s'agissant du deuxième appel à projet, qui est un appel à projet écosystémique, les usages peuvent être également ceux d'un transport maritime ou d'un transport fluvial. Plus il y aura de consommateurs d'hydrogène, mieux on pourra optimiser donc la chaîne de production et baisser les coûts de production d'hydrogène. On parlait de l'hydrogène carboné tout à l'heure de l'ordre de 2 € du kilo, c'est déjà trop cher. Et si on parle d'un vecteur décarboné, on est peut-être à 10 ou 11 € du kilo. Donc c'est carrément hors de portée. Donc l'intérêt, c'est de massifier au maximum. Et aujourd'hui, ces 2 appels à projets sont ouverts et donc toutes les informations, elles sont sur le site internet de l'ADEME. Merci Philippe. On a une question de Benoît Cortez. En fait, on a 2 questions sur les conteneurs. Je vous pose la première. Donc Benoît Cortez nous demande si une incitation à faire de la consolidation de conteneurs, j'imagine que l'idée c'est d'optimiser le chargement, serait cette incitation un moyen de réduire le nombre de conteneurs sur les océans et donc la consommation de carburant à émissions de GES par conteneur ou global en fait. Donc sur l'optimisation du chargement des conteneurs. J'ai envie de dire oui et non, mais je laisserai Philippe compléter, puisque souvent la communication des compagnies, elle est sur le nombre de tonnes qui est transporté par navire. Donc on émet moins par conteneur si on a un navire qui en transporte 100 au lieu de 50. Donc il y a un petit biais dans la façon de communiquer sur sa capacité à réduire les émissions par conteneur. La consolidation, il me semble qu'elle est quand même relativement optimale, parce que c'est aussi une question d'argent, hein, ce qu'on appelle l'empotage, c'est-à-dire comment charger en conteneur pour qu'il soit blindé, disons-le. Après, il y a aussi cette question qui est vraiment d'actualité sur les conteneurs qui sont eux vides. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a amené une marchandise, le fait que le conteneur reparte à vide est une véritable difficulté. On a même des périodes avec des pénuries de conteneurs pour les chargements. Et donc là, je vois un autre sujet, mais qui n'est pas forcément relatif aux émissions. Philippe, je te laisse compléter. Oui, effectivement, enfin, il y a la problématique du transport par conteneur, c'est effectivement le retour à vide. À un moment donné, il faut bien que les conteneurs reviennent là où on en a besoin pour les remplir. Et donc, côté armateur, l'intérêt, c'est d'arriver à les remplir, ces conteneurs. C'est bien le flux retour aujourd'hui qui pose problème, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez pu voir que les taux de fret des conteneurs sont vraiment très élevés, parce que il y a énormément de boîtes qui sont stockées dans les ports maritimes et elles n'arrivent pas effectivement à revenir à leur point de départ. Et donc, remplir les containers, c'est peut-être pas forcément là le X, c'est surtout s'assurer que globalement, la chaîne logistique, elle est intéressante dans les 2 sens. Mais c'est vrai de tout transport massifié, que ce soit dans le fluvial ou dans le maritime. On est quasiment arrivé au bout. Ouais, voilà. Il nous reste une dernière question très rapide, je pense. Bonjour, les pertes de conteneurs en mer sont-ils pour le moment un problème dérisoire? Peut-être. Alors, je me permets un petit moment d'auto-promo, puisqu'on a un webinaire sur la perte des containers jeudi prochain, donc le 25 mars à 6h30. Donc, si vous voulez continuer à approfondir le sujet, on pourrait très bien vous dire que c'est un sujet dérisoire, au motif que le nombre de conteneurs perdus par rapport au nombre de conteneurs transportés, il est dérisoire. En revanche, quand vous avez un conteneur perdu, et ça a été le cas dans la Baltique l'hiver dernier, qui arrive à polluer 700 localités sur le bord de la Baltique,
un conteneur à l'eau, c'est un conteneur de trop. Donc, on a véritablement une problématique autour de la prévention de cette perte, autour de la déclaration de ces pertes. Il faut savoir qu'elle est facultative à l'heure actuelle. Donc, c'est aussi un autre des sujets pour Surfrider que de porter au niveau de l'Organisation maritime internationale une obligation en termes de déclaration à la fois du nombre de conteneurs, mais aussi de ses contenus, pour justement faciliter la connaissance de cet impact qui est pour l'instant mal connu, parce qu'il y a très peu de transparence autour de ce sujet-là, en dehors des catastrophes type Grande America. Bien, merci beaucoup à tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci encore à nos invités et présentateurs Philippe Conneau et Antidias Torres d'avoir fait cette présentation avec nous. On vous retrouve pour nos prochains webinaires. Vous avez le programme dans le support de présentation. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.